On a tous cette petite voix dans la tête qui nous dit que les jeux vidéo, c'est pas terrible pour la santé. Trop d'écran, ça rend accro, bref, la rengaine habituelle. Mais, et si je vous disais que la science est en train de découvrir tout autre chose, que certains jeux sont aujourd'hui étudiés et même parfois prescrits par des médecins pour nous aider à aller mieux? Alors, les jeux vidéo, amis ou ennemis? En fait, la réponse est beaucoup plus subtile qu'on ne le pense. De plus en plus de chercheurs et de psychologues s'aperçoivent que certains jeux ont un potentiel thérapeutique vraiment surprenant. Alors, je vous propose de creuser ça ensemble pour voir comment des pixels et une manette peuvent devenir des alliés pour notre santé mentale. Voilà le programme. On va d'abord définir ce qui est un jeu thérapeutique. Ensuite, on va passer au crible, 6 exemples très concrets. Après ça, on regardera ce qui se passe dans notre cerveau. On essaiera de voir où se situe le jeu par rapport à une thérapie classique. Et enfin, on verra comment on peut utiliser tout ça concrètement. Allez, on attaque. Première question, qu'est-ce qui fait qu'un jeu vidéo passe de simple divertissement à un véritable outil de soin? Et là, c'est super important de bien comprendre la différence. On ne parle pas des petites applis de méditation ou de bien-être, non. Un jeu thérapeutique, c'est un outil qui a été testé scientifiquement. Son efficacité est mesurable, on peut voir une réduction des symptômes, une amélioration de la concentration. Ce sont des données objectives, pas juste une impression. C'est ça qui change tout. Mais alors, pourquoi cet intérêt soudain des professionnels? D'abord, l'engagement. Un bon jeu, ça captive et c'est crucial pour tenir sur la durée. Ensuite, c'est accessible partout, tout le temps. C'est aussi pour beaucoup moins intimidant que de pousser la porte d'un cabinet. Et enfin, ça peut être une première étape, une porte d'entrée pour des gens qui, autrement, n'auraient jamais cherché d'aide. Bon, à ces théories, passons aux exemples. On va en voir 6 et vous allez voir, il y a des noms très connus et des découvertes assez incroyables. On commence avec la plus grosse surprise de la liste, Tetris. Oui, vous avez bien entendu, le bon vieux jeu de briques qui tombe. On pourrait croire que c'est juste un passe-temps un peu addictif, mais en fait, la science lui a trouvé un super pouvoir caché. Comment ça marche? En fait, c'est super malin. Quand on joue à Tetris, on sollicite à fond la partie de notre cerveau qui gère la mémoire visuelle. Or, les flashbacks d'un traumatisme, ces images qui reviennent sans crier gare, utilisent exactement le même circuit cérébral. Donc, en jouant à Tetris juste après un événement choquant, on sature ce circuit. Ça empêche le souvenir traumatisant de s'encoder de manière trop vive, trop intrusive. C'est simple, mais redoutablement efficace. Là, on change complètement de dimension. Endeavor RX, ce n'est pas juste un jeu qu'on achète en magasin. C'est carrément un dispositif médical numérique qui peut être prescrit sur ordonnance. C'est un vrai tournant. C'est une véritable révolution, parce que ce jeu a reçu le feu vert de la FDA, l'Agence américaine du médicament, comme un vrai traitement. Il cible le TDAH chez les enfants en adaptant sa difficulté en temps réel pour stimuler et renforcer précisément les circuits de l'attention dans le cerveau. Et les résultats sont là, prouvés par des études cliniques. Autre exemple fascinant, Sparks. L'idée c'est, et si on pouvait apprendre les techniques d'une thérapie en combattant des monstres dans un monde fantastique? Eh bien, c'est exactement ce que propose ce jeu. Sparks transforme la lutte contre la dépression en une quête épique. On apprend à repérer et à combattre ce qu'on appelle en thérapie les pensées négatives automatiques, qui sont ici représentées par des créatures à vaincre. C'est une façon hyper ludique d'apprendre les bases de la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, et le plus faux, c'est qu'une étude très sérieuse a montré que pour les ados, c'était aussi efficace qu'une thérapie classique. Alors, Sea of Solitude est un cas un peu à part. Ce n'est pas un traitement clinique à proprement parler, c'est plutôt un outil d'expression et d'éducation. Le jeu est né de l'expérience personnelle de sa créatrice avec la dépression et il met en image des émotions très difficiles à verbaliser. En thérapie, il peut servir de support pour aider les patients à exprimer ce qu'ils ressentent. Avec Super Better, l'idée, c'est de transformer les défis de sa propre vie en un jeu de rôle. L'application a été développée par une chercheuse, Jane McGonigal, pour aider à renforcer la résilience psychologique. Concrètement, on affronte des obstacles comme l'anxiété ou une maladie en se fixant des quêtes, en trouvant des alliés et en célébrant des petites victoires. On adopte une mentalité de joueur. Et on finit ce tour d'horizon avec un géant que tout le monde connaît, Minecraft. On n'y pense pas forcément, mais son univers, qui est très prévisible avec des règles claires, est un espace super rassurant pour des enfants avec un trouble du spectre autistique. Des thérapeutes s'en servent comme d'un bac à sable social pour travailler la collaboration et les interactions dans un cadre beaucoup moins stressant que le monde réel. D'accord, on a vu tous ces exemples, c'est génial. Mais la question reste, qu'est-ce qui se passe concrètement là-haut dans notre cerveau quand on joue ? Une des clés, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. Vous savez, c'est ce moment où on est tellement absorbé par ce qu'on fait qu'on ne voit plus le temps passer. Le défi est juste parfait, ni trop facile, ni trop dur. Eh bien, dans cet état, notre cerveau met en sourdine les zones liées à l'anxiété et aux pensées qui tournent en boucle. Et les bons jeux vidéo sont de véritables machines à créer cet état de flow.
En fait, ça déclenche une sorte de réaction en chaîne hyper positive. Le jeu exige une concentration intense, du coup, il y a moins de place pour les pensées parasites, la rumination mentale diminue. En récompense de nos efforts, notre cerveau libère de la dopamine, le fameux neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Et le résultat final de tout ça? Une baisse mesurable du stress. Bon, la grande question maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on peut remplacer son psy par une console de jeu? La réponse, vous vous en doutez, n'est pas si simple. C'est le point le plus important à retenir. Non, un jeu ne remplace pas une thérapie et la relation avec un professionnel. Tous les chercheurs sérieux vous le diront. Ces jeux sont des outils incroyablement puissants, mais ils sont conçus pour être utilisés en complément d'un suivi humain. C'est un soutien entre les séances, pas un substitut. Il faut voir les choses clairement. Les jeux ont des super pouvoirs. Ils sont accessibles, engageants et aident à casser les tabous. Mais ils ont aussi leurs limites. Il n'y a pas de relation humaine qui est au cœur de la thérapie. Ils ne sont pas adaptés aux cas les plus sévères. Et surtout, un jeu ne posera jamais un diagnostic. D'accord. Alors, comment on se sert de tout ça intelligemment dans la vie de tous les jours? Pour résumer, voilà les 6 jeux dont on a parlé. On voit bien qu'il y en a pour tous les besoins et tous les accès. De Tetris, qui est gratuit et universel, à Endeavor Urix, qui nécessite une ordonnance, en passant par des applis comme Super Better. Le plus important, c'est de choisir quelque chose d'adapté à sa situation, et si on est déjà suivi, d'en discuter avec son ou sa thérapeute, bien sûr. Au final, ce voyage nous amène à repenser complètement la place du jeu dans nos vies. La question n'est plus « est-ce que les jeux peuvent aider ?» La science montre que oui. La vraie question, c'est comment on les utilise au mieux. Ce ne sont pas des baguettes magiques, mais des outils formidables. Et franchement, si prendre soin de soi pouvait aussi être un peu amusant, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait?